Je présente rapidement donc les intervenants. Moi, je suis Guillaume Delaunay, coordinateur de la recherche et développement à l'Atelier Paysan. Pour l'équipe de l'Atelier Paysan aujourd'hui, je suis accompagné de Pierre, qui est formateur et référent de certains de nos outils à l'Atelier Paysan. Et également Réjeanne, qui s'occupe plutôt de la technique et qui va aussi euh, suivre ce qui se dit dans le chat pour reprendre les questions au moment du temps de questions-réponses. Réjeanne, elle est responsable pédagogique, elle s'occupe donc des formations à l'atelier paysan. Et puis on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui deux pratiquants des outils qu'on va présenter, Jonathan et Adrien, qui sont tous les deux maraîchers et qui viendront partager leur expérience d'utilisation des outils. Petite introduction pour situer le pourquoi de ce sujet. Donc, ça fait suite au webinaire qu'on a eu il y a une dizaine de jours consacré aux planches permanentes. On est dans la continuité et là, on va se consacrer plus précisément aux apports de matière organique. Pourquoi? Bah parce que lorsqu'on cherche à déployer des systèmes de production, on va dire agroécologiques, pour le dire de manière très générale, on s'intéresse nécessairement au sol. C'est ce qu'on a fait avec les pratiques de travail du sol la dernière fois. Mais là, on va se focaliser sur un autre aspect qui est celui de la gestion de la qualité du sol à travers les matières organiques. Pourquoi? Bah parce que c'est déjà un élément fondamental en termes de nutrition, nutrition des êtres vivants du sol, mais aussi des cultures. Parce que les matières organiques jouent un rôle très important sur la qualité physique du sol, en améliorant la structure, en la stabilisant. Et aussi parce que ces matières organiques jouent un rôle de réservoir, à la fois pour l'eau, les sels minéraux dont se nourrissent les plantes. Donc tous ces aspects, à grands traits, nous invitent à nous préoccuper des matières organiques, et de notre sol. Et pour ça, il y a différents leviers agronomiques, évidemment. Il y en a plein même, j'ai envie de dire. Et là, j'en ai cité quelques-uns, avec des apports qui peuvent être, par exemple, des apports de compost, de fumier, des pratiques d'engrais verts, de couverts végétaux, des apports de mulch rapportés qui sont pas produits sur place, mais comme par exemple la paille, du foin, de la tonte, ou pour un rôle plus direct en termes de nutrition du culture, des apports d'engrais organiques, des apports d'engrais minéraux, de compléments minéraux, de produits de chaulage, etc. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux deux points qui sont en vert, à savoir donc les apports de compost et de fumier et les apports de matières qui sont généralement avec une granulométrie plus fine d'engrais organiques ou d'engrais minéraux. En fait, ces aspects sont assez complexes parce qu'il y a des contraintes à lever, ou en tout cas des contraintes dont il faut tenir compte, et notamment la compatibilité avec la pratique des planches permanentes. Là, j'ai mis un visuel, une photo d'un problème fréquemment rencontré, qui est que quand on gère nos cultures maraîchères en planche permanente, on a choisi du coup de passer les engins dans les allées et de ne plus tasser la zone qu'on cultive. Malheureusement, beaucoup d'outils d'épandage qui sont utilisés en maraîchage sont pas forcément appropriés à cette pratique-là. Et là, on voit sur la photo des ornières laissées par des engins d'épandage qui du coup viennent contrecarrer cette pratique des planches permanentes. Autre aspect important, c'est que on va chercher à avoir des apports qui sont les plus localisés possibles vis-à-vis de nos cultures. Donc sur la zone cultivée, quand nos cultures occupent toute la largeur d'une planche, par exemple, mais des fois de manière encore plus localisée pour des questions d'efficacité de l'apport, d'économie aussi en termes de quantité apportée et donc de coûts générés, mais aussi pour que les apports profitent aux cultures et pas aux herbes qui poussent spontanément dans nos champs et qui vont venir nous gêner pendant les phases de culture. Enfin, l'idée, c'est aussi de permettre, pour certaines opérations, des apports en cours de culture, pas que pour la phase préparatoire des cultures. Et donc, on verra des exemples tout à l'heure. Globalement, c'est de lever ces contraintes tout en facilitant le travail. Donc, il y a des questions derrière d'ergonomie, mais aussi de réactivité dans les interventions. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc là, je vais laisser la parole tout de suite à Pierre, qui va commencer par nous présenter un premier outil qui est l'épandeur à compost. Ouais. Eh ben, bonjour tout le C'est à monde. toi, Pierre. Ouais, vous m'entendez? Ouais. Donc moi, je vais Oui. parler un petit peu de l'épandeur à fumier compost de l'atelier paysan. Donc c'est un outil à la fois porté et tracté qui va permettre l'épandage de fumier ou de compost sur une largeur définie en enjambant les planches maraîchères.
Donc c'est un outil qui a été développé en 2019 par Joseph Templier, puis ensuite qui a été amélioré au fur et à mesure des constructions. Il me semble qu'il y a une vingtaine d'épandeurs qu'on a construits, quoi. Donc c'est un outil polyvalent en fait qui peut être utilisé à la fois pour faire des apports d'amendements sur une préparation de planche, mais on a aussi des utilisateurs qui l'utilisent pour faire autre chose, pour apporter un mulch sur les planches, par exemple un mulch de compost fin pour pouvoir semer sur cette couche. Par exemple, on a quelqu'un qui fait ça avec avant de faire un semis de carottes, il épand une fine couche de compost et ensuite il vient semer ses carottes dedans. Il y a là sur la photo, les producteurs l'utilisent aussi, par exemple, en post-levé, quoi, sur les pommes de terre pour faire un apport de compost une fois que les pommes de terre sont sorties et ça va venir limiter les opérations de désherbage. Donc le gros avantage de l'outil, en fait, c'est d'être capable de faire à la fois les opérations de chargement, de transport et d'épandage ciblé de la matière. Et tout ça, en fait, en restant sur le tracteur et en ayant aussi des délais assez rapides, quoi. C'est des choses assez rapides. Donc là, on voit sur la diapo le chargement de la matière organique. Donc en fait, il suffit de faire basculer la benne à l'aide de vérins hydrauliques, en fait, avec la commande hydraulique. Et ensuite, on recule directement dans le tas de fumier ou de compost. Et ensuite, on remonte la benne. Alors, si on veut une benne qui soit complètement remplie, il faut faire ça 2 ou 3 fois, reculer petit à petit pour bien la remplir à fond. Mais comme c'est assez rapide, tous ces mouvements, ça va assez vite. Donc, une fois que la benne est chargée, on peut relever les pendeurs et on peut se déplacer jusqu'à la parcelle. Il n'y a pas trop de perte de matière organique en route. Et quand on arrive sur les planches, on a juste à baisser les pendeurs et là, les roues vont mettre en contact avec le sol et ça va entraîner le tapis, ça va amorcer l'épandage. Diapo suivante. Ouais, on peut mettre la diapo suivante. Donc là, on voit un peu un petit croquis de l'épandeur. Donc il a une benne basculante là qui fait 0,8 mètres cubes à peu près. Donc ça permet de charger environ 500 kilos de fumier. Le châssis de l'épandeur, il est monté au plus proche de la benne pour éviter au maximum le déport, parce qu'il faut savoir que l'épandeur à vide, il fait quand même 500 kilos. Donc si on rajoute 500 kilos de matière organique, on est aux alentours d'une tonne. Donc c'est quand même un outil qui est lourd. Donc ça, faut le prendre en compte. Donc c'est utilisable avec des tracteurs de 70 chevaux sans problème, mais si on a des tracteurs plus petits, faut vérifier quand même la capacité de relevage au recul et potentiellement installer des masses à l'avant. Voilà. Dans tous les cas, c'est un outil qui aujourd'hui est inutilisable avec des microtracteurs puisque trop lourd. Nous, on a essayé de garder le format le plus pertinent, c'est-à-dire une capacité quand même assez grande pour pas être obligé de faire des milliers d'allers-retours, mais à la fois quelque chose qui soit pas trop lourd non plus pour s'adapter au tracteur classique, quoi. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Du coup, là, on a l'intérieur de la machine, quoi. Donc, on voit le tapis d'épandage, là, qui est constitué donc, d'une grosse chaîne et du PN. Donc, il est directement entraîné par les roues via un système de pignon rouille. Donc, dès que les roues touchent le sol, ça entraîne le tapis. Et donc, l'épandage, en fait, il est proportionnel à l'avancement, quoi. Et le réglage du débit, ça va se faire par une trappe qu'on peut plus ou moins fermer, qu'on peut plus ou moins réduire, quoi. Donc, c'est tout un système de basculement. En fait, c'est un système assez basique. Quand on bascule la benne, il y a le tapis qui bascule aussi avec. Mais à la fois, il faut quand même avoir une construction assez minutieuse de l'outil pour que tout ça coulisse bien, fonctionne bien. Donc, voilà ce qu'on peut dire à peu près sur la constitution. Alors là, on va essayer de passer un petit visuel en 3D pour voir le volume de l'outil. Je suis pas sûr que, en fait, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais je suis à distance avec une connexion un peu limitée, donc je suis pas sûr que en pilotant la vidéo, ça marche vraiment bien pour tout le monde. Donc vous allez peut-être avoir quelque chose d'un peu haché.
Donc, on voit la benne qui se Voilà, relève, normalement la qui vidéo se s'ouvre. déroule. Donc, on voit que les roues sont chaînées pour avoir un maximum d'adhérence sur le sol. Parce que faut imaginer qu'il y a quand même une certaine résistance au début quand la benne est pleine. Là, on voit l'intérieur avec nos fameux UPN du tapis qui sont entraînés sont soudés à une chaîne, à des grosses chaînes. Voilà, on est sur la fin de la vidéo. Ok. Vas-y Pierre, tu peux poursuivre. Et Ouais, on bah, doit tu avoir peux normalement le passer. dernier visuel sur les pendeurs. Ouais, je crois. Et donc, en fait, c'est un outil. Donc là, ça résume un peu les caractéristiques qu'on a dit sur les pendeurs. Faut imaginer, ouais, c'est un outil qui a pas mal évolué quand même ces derniers temps. À la fois, donc déjà, c'était pour résoudre des problèmes de difficulté de construction qu'on avait sur les premières versions. Donc, on a essayé de bosser à faire un outil qui se construit plus facilement. On a travaillé aussi sur la robustesse avec quelques pièces de sécurité qui casseraient sur des endroits faciles à réparer la machine en cas de gros blocage, parce que c'est des choses qui ont pu arriver avant. Du coup, là maintenant, on a mis un peu des organes de sécurité. On a aussi pas mal avancé sur l'aspect hydraulique qui n'était pas optimal sur les premières versions. Donc, on a remplacé les répartiteurs de débit, on a supprimé des clapets anti-retour, et puis surtout, on a rigidifié le châssis aussi, qui était un peu trop souple au départ. Et il y a eu un gros travail de fait aussi sur l'amélioration de la tension de la chaîne et de la tension du tapis, qui maintenant peuvent être faits vraiment de manière indépendante. Et une des dernières modifs, ça a été d'installer des paliers de roulement aussi sur cette machine pour augmenter la fluidité de l'épandage, quoi. Et aujourd'hui, on propose trois largeurs différentes. Donc, pour des planches de 1 mètre, 1,20 m et 1,40 m. Donc, voilà pour ce qui est de l'épandeur. Super, merci Pierre. Je vais reprendre la main pour présenter aussi brièvement le distributeur d'engrais et on donnera ensuite la parole à nos deux témoins qui partageront leur expérience. Donc ce distributeur d'engrais, le corps de l'outil, en fait, c'est une trémie distributrice, donc un réservoir qui est terminé par un système de rouleau avec des trous qui, avec la rotation, mange, avale et relargue des granulés ou d'autres formes d'engrais. Donc ça, c'est le cylindre rouge que vous voyez au niveau de l'étape 2 là sur votre écran. Et puis, ce qui est important, il y a deux choses importantes dans ce système. C'est premièrement la partie de droite qui est un régulateur de débit, un variateur qui permet en fait de réguler la distribution en fonction de la vitesse d'avancement pour avoir quelque chose de toujours homogène. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va aller plus vite que on va mettre moins d'engrais, par exemple. On va vraiment avoir cette répartition homogène, quelle que soit la vitesse d'avancement du tracteur. Et ça, c'est réglable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir calibrer en fonction des quantités, des doses qu'on souhaite apporter. Et dernier point qui est intéressant, c'est la partie verte, les guides là que vous voyez apparaître aussi, qui sont en fait un système qui peut être mis en place ou pas, qui permet éventuellement de canaliser le flux de granulés et donc de localiser potentiellement l'apport de granulés, par exemple sur des interlignes de culture, lorsqu'on fait des apports complémentaires en culture de produits. Ce distributeur, en fait, il est prévu pour se fixer sur un châssis dédié. Donc là, normalement, vous voyez apparaître en même temps que moi le châssis avec deux photos. Une de gauche où on voit le triangle d'attelage qui équipe la plupart de nos outils, avec les roues et le système d'entraînement qu'on voit sur la gauche. Et une à droite où on voit la partie arrière avec cette marche, cette plateforme, enfin, qui peut même être équipée d'une marche supplémentaire qui permet de faciliter la vidange des sacs directement dans la trémie. Donc là, comme tout à l'heure, je vais essayer de vous transmettre un petit visuel animé. Voilà, on voit l'architecture de l'outil, sa conception en 3D, avec
Il y a un zoom sur la fin, sur le variateur et le rouleau et les guides. Bon, je ne sais pas si ça a bien passé, mais normalement, vous avez saisi à peu près la conception. Ce que je peux rajouter, c'est qu'il y a une petite trappe qui permet en fait de vidanger si par exemple on n'a pas évacué tous les granulés à la fin de la distribution qu'on souhaitait faire. Il y a un système qui permet de vidanger et avec les guides là de récupérer dans des seaux ou directement dans des sacs le surplus d'engrais qu'on n'a pas utilisé pour éviter qu'il stagne dans l'outil trop longtemps, qu'il se colmate et que ça puisse poser des problèmes ultérieurement. Euh, Comme l'épandeur, cet outil, il est disponible pour des largeurs de planche de 100, 120 et 140 cm. Donc, ça colle à peu près avec la plupart des situations de largeur de planche dans des systèmes mécanisés tracteurs de maraîchage, maraîchage diversifié. Voilà, donc ça c'est une présentation rapide pour que tout le monde comprenne bien les deux outils dont on parle et on va passer avec au témoignage de nos deux invités là et on va commencer par celui de Jonathan. Donc Jonathan, je te laisse la parole. Très bien. Et ben, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Jonathan. Donc, je suis maraîcher en Ardèche, à la ferme de Gurin. Donc, sur la structure, on est deux associés. On a l'équivalent d'un salarié à mi-temps sur l'année. On est maraîcher depuis 9 ans maintenant. Donc, on travaille en planche permanente depuis le début. Nous, on a fait un choix de planche permanente de 40 mètres de long sur 1 mètre de large. Qu'on travaille essentiellement avec donc Cultibut avec un cross-kickage à l'arrière et un vibro-planche. On est également sur une démarche de réduction du travail du sol, pas mal. Donc, l'épandeur nous a beaucoup servi dans ce sens-là. Donc, sur la gestion de la fertilité, on travaille essentiellement avec du fumier, quasi jusqu'à il y a 2 ans, où on a commencé à faire rentrer du compost de déchets verts. Sinon, avant, on ne travaillait que avec du fumier bovin. Donc, on en passait 25 à 30 tonnes par an, qui était épandu à la main, après avoir été épandu voilà, comme dans l'exemple du début, par un gros épandeur d'un voisin qui abîmait toutes les planches. Donc, donc après, on est passé à la main, et puis c'est vrai qu'on a cherché pendant longtemps une solution pour épandre de façon un petit peu plus ergonomique le fumier. Donc, c'est là qu'on s'est tourné vers l'épandeur de l'atelier paysan en 2022 du coup. Donc, j'ai suivi une formation à Renage de 5 jours pour le construire à ce moment-là. Euh, Pourquoi j'ai choisi celui de l'épandeur de l'atelier paysan? Parce qu'il j'avais pas forcément de quoi charger un épandeur déjà, donc le côté auto-chargeant était très pratique. On travaille vraiment à la planche, donc c'est une planche, une culture. Ça permettait vraiment de localiser les endroits où on met du fumier, les endroits où on n'en met pas, les endroits où on met du compost. Et puis la maniabilité en bout de planche. Le fait que ce soit porté, ça permet vraiment de passer partout. Voilà, donc je pense que le coût était intéressant aussi. Donc, pour donner une ordre d'idée, je crois qu'on était autour de 3 500 € hors taxe, l'épandeur en construction. Donc, à l'époque, je pense que c'était parmi les premiers épandeurs qui sortaient de formation. Donc voilà, j'ai fait quand même le choix d'y aller, même si je savais que je partais un peu sur un prototype, parce que je pense que j'ai bien profité des formations de l'atelier paysan. J'ai fait beaucoup de matériel avec eux, donc je pense qu'à un moment, il fallait que je participe un peu au crash test d'une certaine manière et essayer pour rendre un peu l'appareil. Du coup, on utilise l'épandeur pour le fumier. Alors, voilà, comme on voit sur l'image au niveau du chargement. On avait parlé du format du tracteur. Effectivement, je pense que c'est important d'avoir un tracteur assez lourd
pour porter. Et moi, je rajouterais avoir un tracteur 4x4, ça peut aider beaucoup parce que là, on est sur le début du tas de fumier sur la photo qu'on voit. Une fois qu'on a beaucoup avancé dans le tas de fumier et qu'on a les roues qui sont dans le reste de tas, ça patine vite pour arriver à faire une marche arrière dedans. Donc, je pense qu'il faut un peu de puissance à reculons pour arriver à le remplir. Le format va bien, parce que je pense que ça doit être sur la diapo suivante. On voit en gros, moi avec un épandeur, je, je mets du fumier sur 2 planches. Donc avec un épandage qui est assez homogène, donc c'est plutôt, euh, c'est plutôt intéressant. Au niveau temps de travail, je me fais un aller-retour alors, non, je dis, je fais un aller-retour. Voilà, le seul inconvénient, c'est un fumier un peu trop pâteux. La distribution est plus compliquée. Ça peut m'arriver de devoir faire 2 passages sur une planche parce que justement, les barres de distribution sur le tapis sont lisses, sont des U assez lisses. Donc, ça a tendance à lisser un petit peu le fumier. Dès que c'est un petit peu pâteux, que ça n'a pas une granule, enfin, voilà, que c'est un peu trop gras. Sur le compost de déchets verts, alors ça a été plus problématique l'utilisation parce que donc on a un compost qui est assez grossier globalement. Enfin l'année dernière, là on a un compost qui est mieux cette année et donc j'ai eu beaucoup de casse avec des branches, des cailloux qui pouvaient y avoir dedans, des choses comme ça. Donc j'ai entendu qu'il y avait une amélioration qui a été faite maintenant. Je l'avais pas à l'époque avec des pièces qui cèdent avant que le reste cède, ce qui aurait été pas mal pour moi. Mais voilà, comme on voit sur les photos là, donc sur la gauche, on a mis un épandeur par planche et les mêmes planches sur la droite avec 3 passages d'épandeur en compost. Donc on utilise beaucoup le compost, nous, en mulch pour pouvoir planter dedans directement. Euh, et comme on disait tout à l'heure, en post-plantation, notamment sur des oignons où on aime bien mettre une petite couche de compost après le premier binage parce qu'on a un sol qui est assez battant. Donc ça permet d'apporter une petite protection au sol, de le recouvrir. Et je parlais tout à l'heure de réduction de travail du sol, donc ça a été aussi un apport important, cet épandeur, parce qu'une de nos problématiques, c'était les apports de fumier sans travailler le sol. Et donc on a trouvé une solution qui était d'épandre le fumier avec l'épandeur, donc déjà qui nous fait un épandage assez homogène sur la planche, ça permet voilà, d'avoir un travail qui est assez propre et de le recouvrir avec du compost a posteriori. Donc ça fait notre enfouissage du fumier. Voilà, donc après, ouais, bah, je dirais les gros avantages quand même qu'il y a eu à investir dans cet épandeur, ça a été ça nous a soulagé physiquement, c'est quand même entre passer à la fourche et au tracteur, ça n'a rien à voir. L'autoconstruction, voilà, je peux que la recommander parce qu'avec toutes les casses que j'ai eues, bah, j'ai pu toutes les réparer moi-même. D'avoir fabriqué l'outil, ça nous donne quand même une compréhension de l'outil et une capacité à le réparer qui n'est pas négligeable. Euh, c'est un outil très maniable, justement, du fait qu'il soit porté. Donc, même sur des petits espaces, des petites surfaces, on peut vraiment tirer tout son potentiel. Ça permet de travailler à la planche, de cibler. Les limites que moi je rencontre, ben, c'est la taille du tracteur. Je ne peux pas aller sous serre avec. Mon tracteur ne passe pas sous les serres. Donc j'ai un autre tracteur qui rentre dedans, mais qui ne porte pas du tout l'épandeur. Voilà. Après, sur les adaptations ou améliorations que j'aurais tendance à apporter, ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été apportées, que je viens de découvrir au début de cette présentation. Donc, notamment des pièces qui puissent justement servir de soupape pour casser avant que le reste casse. Euh, et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épandeur. J'en suis plutôt satisfait Ok, globalement. super. Bah merci Jonathan. On verra peut-être qu'il y aura des questions tout à l'heure dans la phase de questions-réponses qui te permettront de compléter par d'autres choses auxquelles tu n'aurais pas pensé là maintenant.
C'est parfait. On va passer la parole à Adrien qui va lui aussi nous faire part de son témoignage dans ses pratiques. Adrien, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc moi c'est Adrien, donc je fais partie du GIEC Les Champs Gourmands, donc un GIEC qui a été créé à la suite d'une exploitation individuelle en fait, hein, dans la continuité. Donc on est 4 associés sur le GIEC, on a un salarié à temps plein. Donc nous on fait pas mal d'activités. Sur notre ferme on compte une bonne trentaine d'hectares, essentiellement de la prairie euh, qu'on valorise en foin, ce qui nous permet d'avoir des génisses en pension l'hiver, et donc pas mal de matière organique, de fumier, qui nous sert aussi de base pour fertiliser nos autres activités. On fait un peu de céréales qu'on transforme en pain, un petit atelier de poule pondeuse, mais l'essentiel de notre activité, c'est le maraîchage diversifié, donc avec environ 4000 mètres carrés sous tunnel et 2,5 hectares de plein champ. Donc là, vous pouvez bien voir sur les photos. On a la chance, c'est un photographe qui est passé l'an dernier, donc ça nous fait des belles photos de la ferme. Donc voilà le plein champ qui est organisé en planches qui font 50 mètres de long. On les travaille sur 1,40 m de large. Alors nous, on n'est pas tout à fait en planche permanente. On fait des rotations en fait avec nos céréales. Donc en général, on reste 2 ans dans la même parcelle en légumes. Après, on va dans une autre parcelle, on reste 2 ans. On alterne comme ça tous les 2 ans. Donc, on va dire que c'est de la planche semi-permanente. Après, dans l'idée, voilà, c'est de travailler tout à la planche. Donc c'est pour ça qu'on était assez intéressé par les outils de l'atelier paysan. Et en termes d'équipement du parc matériel, alors nous, c'est assez classique, hein. Mais on travaille voilà, avec des outils qu'on voit beaucoup en maraîchage, type Cultirato, Vibroplanche. Donc voilà, tout en 1,40 m. Et on est sur des sols plutôt sableux. On est sur un contexte, ouais, on a des sols qui ont tendance à être sableux. Donc nous, après, sur notre ferme, donc comme je l'ai dit, on utilise énormément de fumier, c'est la base de notre fertilisation. Après, on fait des apports complémentaires avec des bouchons. Euh, donc historiquement, on utilisait soit un semoir à engrais, un semoir centrifuge, mais du coup qui est point sur 15 mètres de large, donc avec la problématique qu'on met de l'engrais déjà dans les passe-pieds. Et puis après, c'est assez compliqué de gérer correctement le dosage, surtout que voilà, quand on met sur 15 mètres de large, et ben, du coup, on peut pas bien différencier en fonction des différents types de légumes. Et puis sous serre, eh ben, c'était à la main parce que finalement, c'était encore ce qui allait mieux. Donc je me suis intéressé à ce distributeur d'engrais de l'atelier paysan qui a l'intérêt, lui, bah, dépendre à la planche. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment choisir la quantité d'engrais qu'on met planche par planche en fonction des besoins des cultures. On met vraiment juste là où il faut. Donc, déjà, pour l'arrêt, enfin, dès qu'on pose l'outil, l'engrais commence à couler. Dès qu'on le lève, c'est terminé. Donc, c'est assez précis. Puis, ça met uniquement sur la planche. Et du coup, même sous serre, on peut l'utiliser parce que c'est vraiment un outil qui est assez compact, donc qui passe partout. Et après, euh, nous, ces derniers temps, on travaille aussi avec du fumier de poule, donc qui nous a vachement enrichi déjà notre fumure de base. Donc, on utilise moins d'engrais qu'avant. Euh, et on l'utilise en fait dans un cadre bien spécifique, et notamment sur des cultures assez longues comme les poireaux ou les choux. On va faire un apport au dernier passage, au dernier butage qu'on fait dessus. Donc là, ce que vous voyez sur la photo. Donc, on a un relevage avant sur notre tracteur. Donc, on peut mettre le distributeur sous le relevage avant. Ça, c'est un point qui est assez intéressant, hein. Le distributeur d'engrais, qu'on aille en marche arrière ou en marche avant, le rouleau qui distribue l'engrais, lui, il tourne toujours dans le même sens. Donc, ça veut dire qu'on peut l'utiliser en marche arrière, en marche avant. Ça pose pas de souci. Donc, ça nous permet de le poser, enfin, de l'atteler à l'avant du tracteur. Et puis, bah, derrière, on a notre buteuse. Et ce qui veut dire que voilà, sur le dernier passage qu'on fait, sur nos cultures de poireaux et de choux, ben, on peut faire un petit apport euh, complémentaire quoi, pour vraiment que ça aille jusqu'au bout. Sur les cycles longs, sur les poireaux qu'on ramasse à cette époxy, les choux qu'on ramasse à cette époxy, ça permet voilà, d'aller chercher les calibres qui vont bien. Donc ça, c'est un élément assez intéressant. Euh,
Et puis, après, voilà, ça dépend aussi. Par exemple, cette année, comme j'expliquais, on est sur un sol qui est assez sableux. Et du coup, j'essaye cette année de faire des apports d'argile sous serre pour voir si ça aide à améliorer un peu la structure de mon sol. Et donc voilà, j'ai commandé de l'argile qui a une granulométrie qui se rapproche un peu de la potasse, en fait. Et, euh, et du coup, j'ai fait des premiers épandages avec les distributeurs et ça marche nickel, quoi. Après, vous pouvez voir aussi sur la photo, là, donc l'élément blanc qu'on voit, c'est le variateur. Donc, c'est ce qui va nous permettre de choisir, en fait, la dose qu'on veut appliquer. Donc, moi, arbitrairement, j'ai fait une graduation tous les 5 centimètres en numérotant. Et après, il suffit de faire des pesées. Donc, c'est assez simple, hein. En fonction du type de produit que vous mettez dedans, vous faites 2 pesées. Puis après, voilà, vous savez ce que vous mettez en tonnes à l'hectare ou par planche. Nous, c'est ce qui nous parle le plus, de savoir quelle quantité on met par planche. Et, euh, et donc après, pour n'importe quel produit, c'est assez rapide à étalonner. Et puis après, voilà, il suffit de garder ça dans un coin. Et puis même quand on change de produit, on sait sur quel numéro il faut se mettre. Donc on peut appliquer quand même pas mal de choses avec. Et ouais, c'est ça, quoi. Donc principalement des engrais en bouchon classiques. Après, voilà, j'avais essayé aussi du tourteau de ricin parce que on était pas mal embêtés avec les campagnols. Donc ouais, c'était un essai, voir si ça avait un effet sur eux. Pas trop positif au final. Et puis cette année, ouais, de l'argile. Ensuite, en termes d'amélioration, enfin, pas vraiment d'amélioration, mais on va dire d'adaptation. Moi, pareil, on voit là un élément jaune qui est à côté de la roue. Bon, ça, j'avais une tôle un peu appropriée, donc moi, j'ai juste rajouté un petit carter qui protège la chaîne, parce que j'avais pas mal de terre et de poussière qui montait sur la chaîne. Donc, du coup, j'ai juste mis un petit carter pour la protéger. Et après, comme je m'en sers beaucoup comme j'expliquais, en cours de culture sur des poireaux ou des choux, finalement, la dose que je mets est assez faible. Donc, moi, j'ai changé la pignonnerie pour pouvoir être sur des plages de valeur plus faibles. Donc, pour donner un ordre d'idée, je mets entre 1,5 tonne et 2 tonnes hectare. Donc, ouais, ça reste des doses assez faibles. Donc, c'est pour ça que j'ai adapté un peu de base, comme il sort de l'atelier. C'était, euh, c'était des doses un peu trop hautes. Du coup, j'étais vraiment dans l'extrême de ma plage de réglage sur le variateur, ce qui est pas trop bon, ce qui ne me donnait pas trop d'amplitude. Donc, j'ai fait cette modification-là, mais qui est assez simple à faire. Et puis, au final, c'est l'avantage quand on a construit son outil, et même s'il faut changer une pièce, on y arrive, c'est assez accessible, on sait comment ça fonctionne, comment s'y prendre. Donc ça, ça fait partie des avantages aussi. Et, euh, et voilà, concernant la construction de l'outil, donc moi, je l'ai fait en 2022. C'était une pierre de coups, en fait, parce que j'étais intéressé par ce genre d'outils. Après, dans le commerce, je trouvais que ça coûtait assez cher, surtout que voilà, on n'en a pas une utilisation hyper intensive. Et là, en fait, avec l'atelier paysan, ça m'a permis aussi de profiter d'une semaine de formation, notamment par rapport à la soudure, donc j'avais jamais soudé. Donc voilà, ça m'a permis de faire une semaine de formation et de partir après avec mon outil. Donc c'était bien, bien positif. Et puis, pour terminer, on va dire peut-être je trouve assez complet. Pas tellement d'amélioration à apporter, peut-être juste au niveau du système de vidange. Euh, du coup, la trappe, elle s'ouvre sur toute la largeur de l'outil et c'est un peu en hauteur. Donc, des fois, c'est difficile de tout bien récupérer dans des seaux ou on a tendance à en foutre un peu partout. Donc, moi, j'essaie vraiment de calculer au plus juste. En général, il me reste quand même pas grand-chose dedans. Donc ça va, mais le système de vidange, je sais pas, il faudrait peut-être un système d'entonnoir un peu qui canalise mieux les flux, comme ça on met tout dans un seau et ça en met pas partout dans la cour. Bon après, alors, c'est pas des grosses contraintes non plus. Et après, le, moi sur ma version de l'outil, il est conçu de telle sorte à ce que l'axe qui est central et qui fait tomber les granulés, il puisse être facilement sorti et remplacé.
Et dans l'idée, justement, c'était de développer un axe qui permettait d'avoir, par exemple, des alvéoles plus fines et puis de semer des engrais verts avec. Et c'est vrai que ça, ce serait quelque chose qui serait assez intéressant sur cet outil. Alors aujourd'hui, je sais que c'est encore pas développé, mais ça donnerait vraiment de la polyvalence parce que, euh, voilà, si par exemple vous pouvez semer un engrais vert, c'est très vite semé avec un passage avec cet outil, puis après un coup de vibro derrière qui enterre un peu les graines, et puis ça peut faire des solutions assez pratiques pour semer l'engrais vert. Ouais. Ouais, et voilà, mais sur cette photo, on voit Ok. justement l'axe noir là, qui a des alvéoles assez grosses, et c'est ce qu'il faut pour mettre des bouchons d'engrais. Mais c'est vrai que voilà, il y aurait un système avec des alvéoles plus fines pour pouvoir semer un engrais vert, ça ferait un peu une double fonction à cet outil. Et puis, Ok, merci Adrien. On pourra en discuter effectivement tout à l'heure s'il y a des questions et je pourrais éventuellement compléter là-dessus. C'est des demandes qu'on a de temps en temps, donc on pourra effectivement échanger sur ce point. Donc, je n'ai pas forcément suivi tout à fait à distance là le cheminement. Je suis désolé parce que là, je vous passe des visuels dont Adrien a parlé déjà avec les modifications. Voilà, je complète en fait les deux témoignages avec quelques adaptations, modifications, surtout pour le distributeur d'engrais qui ont été apportés. Donc, en fait, je vous ai présenté au départ la trémie seule, aussi pour mettre l'accent là-dessus, c'est qu'en fait, c'est une trémie qu'on peut tout à fait imaginer adapter à d'autres outils et donc poser sur d'autres outils. Là, l'exemple, c'est avec le vibroplanche, donc outil de travail du sol en planche permanente qui peut permettre en fait un apport sur toute la largeur de la planche en même temps que l'enfouissement. Donc là, on a une opération de distribution et d'enfouissement qui peut se faire du coup simultanément, ce qui implique de modifier le système d'entraînement et on le voit sur la photo de droite avec le variateur qui est connecté non plus aux roues d'entraînement comme sur le châssis qu'on a vu précédemment dans le témoignage d'Adrien, mais sur le rouleau arrière du vibroplanche, donc avec un pignon qui a été rajouté sur l'extérieur et qui permet une jonction par chaîne. Voilà, et autre exemple, donc là sur un de nos autres outils qui est le strip-till, où là on a un châssis qui vient accueillir pareil la trémie, avec la particularité, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais en fin de témoignage, Adrien, là c'est qu'on a des avaloirs qui sont positionnés sous les rouleaux et qui permettent de canaliser le flux de produits. Donc là, c'est pour la distribution, mais on pourrait imaginer un système un peu similaire pour aller récupérer les engrais qui restent dans la trémie une fois l'épandage terminé et faciliter la récupération pour éviter qu'il y en ait partout, comme tu disais. Voilà quelques exemples. Voilà, c'est pour donner d'autres perspectives éventuellement. Pour terminer sur ces témoignages et la présentation d'outils, je laisse la parole à Pierre qui va nous faire un petit topo sur la manière dont on peut s'équiper. Ouais. Et du coup, pour s'équiper, on souhaitait vous donner un peu une idée du prix de ces outils. Pour les pièces et matériel pour fabriquer un distributeur d'engrais, on est à peu près à 2 650 €. Et pour l'épandeur à compost, il faut compter voilà, 4 700 € pour la fabrication avec l'atelier paysan. Alors, le plus simple pour construire ces outils, c'est de venir sur les formations qu'on organise. Donc, on organise chaque année des sessions spécifiques pour construire ces outils. Donc, je vous le dis tout de suite, il y a une session prévue pour les pendeurs qui arrive là du 15 au 24 avril. Et ce sera la dernière de l'année. Et il faut s'inscrire avant le 10 mars, voilà, si jamais vous êtes intéressé. Pour les pendeurs, on propose un format de formation sur 8 jours, parce que c'est un outil qui est assez long à assembler, comme je disais, c'est assez minutieux aussi. Il y a pas mal de pièces. Et par contre, pour le distributeur d'engrais organique, on fait plutôt ça sur 5 jours. Donc pour les formations, au niveau des prérequis, pour les pendeurs, on conseille aux gens qui sont vraiment débutants de venir à deux pour faire un outil. Ça permet d'être à peu près sûr de finir l'outil, quoi. Et après, s'il y a des personnes qui sont déjà bien à l'aise avec la soudure, c'est possible de le faire tout seul sur 8 jours.
à partir du moment où on est déjà à l'aise, quoi. Dans tous les cas, nous, toutes nos formations s'adaptent au niveau des stagiaires et on reprend toujours les bases du travail du métal en début de formation. Donc, il y a toujours des temps d'apprentissage de la soudure, des découpes, des perçages. Et donc, voilà, on s'adapte au niveau, quoi. Juste, il y a un autre format aussi. Il est possible de venir construire ces outils sur les formations qu'on appelle travaux libres. Et là, c'est un autre format de formation qu'on propose aux gens qui ont déjà suivi des formations avec l'atelier paysan. Et il y en a un peu, enfin, il faut suivre sur notre catalogue formation, mais il y en a qui sont proposés assez régulièrement. Euh, et donc, nous, à l'atelier paysan, en fait, on a trois ateliers. Donc, on en a un en Isère, à Renage, et après, on a aussi deux antennes, donc une antenne en Occitanie et une antenne en Bretagne. Donc, on a des formations, on a des sessions qui sont organisées sur ces trois ateliers régulièrement, mais on est aussi mobile. On peut organiser des chantiers en déplacement sur les fermes où on vient avec un camion et une remorque tout équipée. Donc, par exemple, si vous êtes un groupe de plusieurs personnes à vouloir construire ces outils ou d'autres, on peut tout à fait organiser des formations chez vous, directement sur les fermes. Il suffit d'avoir un espace couvert et assez d'électricité, mais généralement, c'est quelque chose qui pose pas forcément de problème sur les fermes, quoi. Je vous parle aussi de la possibilité pour la plupart des outils de l'atelier paysan d'acheter les outils en kit prêt à souder. Donc, c'est-à-dire, vous recevez chez vous toutes les pièces et les barres d'acier coupées et percées. Ça permet de monter les outils de l'atelier paysan avec un minimum de matériel et en même temps un peu record. Mais par contre, les kits ne sont pas encore disponibles sur les outils dont on a parlé, donc distributeur d'engrais et pendeur à compost. On attend d'avoir des outils qui sont encore, qu'on aurait encore plus construits et de valider notamment les dernières versions. Et sinon, encore comme pour tous nos outils, les plans sont disponibles en ligne sur notre site internet. Donc c'est gratuit et c'est en accès libre. Et donc là, pour les personnes qui sont autonomes, voilà, il y a la possibilité de juste prendre les plans, de faire son approvisionnement et de construire les outils chez soi. Voilà. Super, merci pour ce complément d'information, Pierre. Et puis, je vous propose qu'on passe aux questions-réponses avec du coup la parole à toi, Réjeanne. Ouais, donc on a trois questions là, non, quatre questions dans le chat et vous pouvez les poser, on va les traiter. Il y en a qui se rejoignent un petit peu. Donc on avait une question un peu sur le dimensionnement de l'épandeur de Kylian, voilà, qui demande si on a développé un épandeur pour motoculteur, donc adapté à des planches de 80 cm. Et ça rejoint un peu une autre question de Franck qui demande si ce serait possible d'adapter le modèle pour avoir une version tractée avec un tracteur moins puissant et donc des roues débrayables ou un système avec une seconde paire de roues relevables. Donc j'ai mis un peu ces deux questions ensemble. Ouais, bah, je peux dire un mot sur les deux questions. Du coup, est-ce qu'on a travaillé sur un épandeur pour motoculteur? Eh ben, la réponse est non. Pour l'instant, on n'a pas travaillé sur un autre type d'épandeur. Après, j'ai déjà eu une personne qui m'a posé une question comme ça une fois. Donc là, si on développait quelque chose pour un motoculteur, ce serait forcément quelque chose de très différent. Donc en fait, ce serait vraiment un outil carrément à part entière. Donc c'est pas impossible qu'on réfléchisse à ça. Après, nous, notre politique, c'est de s'intéresser à des projets de groupe. Donc s'il y a un groupe de personnes qui se posent cette question-là et qui est intéressé pour développer un outil sur un motoculteur, c'est possible de démarrer des recherches là-dessus. Mais enfin, ce serait vraiment un nouveau projet, quoi. Et après, juste l'autre question, c'était est-ce qu'on peut débrayer les roues, voilà, Mm. sur les pendeurs? Donc non, pour l'instant, c'est pas, on peut pas débrayer les roues comme ça. Les roues sont vraiment liées au tapis. Après, est-ce qu'on pourrait inventer un débrayage? Ouais, pourquoi pas. Mais il y a quand même la question là. Nous, notre épandeur, il est vraiment tracté que au moment où on épand et qu'on est en ligne droite, en fait.
Et après, pour tout ce qui est manœuvre et tout, il est bien porté, puisque si on pourrait pas le faire de manière tractée comme ça, il faudrait quand même un minimum de direction sur la machine pour pas qu'il se mette en biais, quoi. Donc pour l'instant, c'est un appareil qui fonctionne comme ça et qui est porté la plupart du temps, sauf au moment où on n'est pas en ligne droite. Donc ce serait pareil, ce serait réfléchir aussi à une autre machine, ou enfin du moins des adaptations assez lourdes, quoi, pour pouvoir l'avoir que en tracté. Ok. Est-ce qu'il Voilà. y a des compléments à apporter, Guillaume, de ton côté ou c'est bon? Non, j'aurais pas dit mieux. Ouais, voilà. Donc, il y avait d'autres petites questions dans le chat. Une question sur le nombre de personnes qu'il faut pour organiser une formation, par exemple, sur une ferme. Donc, nous, on considère qu'il faut 8 participants à peu près. Ça va dépendre aussi de la localisation, mais grosso modo, c'est 7 8 personnes, quoi, pour que ça puisse être mis en place. Donc, il y avait une question sur le poids de l'épandeur, mais je vois que quelqu'un a répondu dans le chat, donc c'est bon, c'est 500 kilos, c'est bien ça. Et alors, il y avait une autre question de Mathilde qui nous demande, est-ce que c'est envisageable de diminuer en longueur un épandeur de taille classique? Est-ce qu'on connaît des personnes qui l'ont déjà fait? Alors Une capacité de 5 tonnes. là, je sais pas, Guillaume, si tu as envie de répondre à ça. Moi, j'ai pas d'exemple là en tête. Non, j'ai pas d'exemple en tête qui répond précisément à cette question. Par contre, j'ai une réponse un peu indirecte, c'est que peut-être qu'il y a des choses qui ont été faites et qui ont déjà été partagées. Et là, j'invite à aller consulter notre forum et à faire une recherche sur notre forum, dont le lien est sur notre site internet, parce que il y a certainement eu par le passé des discussions autour de ces questions d'épandage, de modification d'outils. Et peut-être qu'il y a des choses à y trouver. Il y a des dizaines, centaines, milliers d'échanges sur ce forum depuis qu'il existe. Et donc, on n'a pas forcément tous en tête tout ce qu'il y a d'intéressant dedans. Mais il est vraiment destiné au partage d'infos. Et donc, s'il n'y a pas d'infos, il est possible aussi de poser la question telle qu'elle et voir s'il y a des utilisateurs du forum qui ont des idées pour y répondre. Oui, donc Jonathan, là, je revenais sur, il y avait eu une question pour des planches de 80 centimètres. Moi, j'ai donc pas précisé tout à l'heure, je suis sur des planches de 1 mètre. À l'époque, il n'y avait pas l'option 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 40 sur l'épandeur. Et bah, comme on peut le voir sur les photos, là, celle qui est en haut à droite, sur un épandeur d'1 mètre 20, en fait, ça va à peu près tout sur la planche. Donc je pense qu'un mètre pour 80 centimètres, ça va très bien aussi. En tout cas pour le fumier et puis pour le compost utilisé en mulch, ça permet justement de couvrir un petit peu la bordure de la planche, la pente de la planche. Donc au contraire, voilà, je suis content d'avoir un épandeur d'1 mètre 20 plutôt que d'1 mètre. Au niveau de l'utilisation, maintenant, je me rends compte que ça fonctionne bien. Voilà. Alors, on a une question de Pascal qui demande si l'épandeur convient bien pour du broyat de bois. Là, pareil, tu peux peut-être aussi témoigner, Jonathan. Alors du broyat de bois, oui, ça va très bien. Faut juste qu'il n'y ait pas de gros morceaux. C'est vraiment juste des bâtons, dès qu'on est à plus de 20 centimètres, s'ils se mettent en travers et qu'ils passent pas la trappe d'épandage, c'est là que ça va bloquer et que ça peut casser. Alors, on avait une question. Ah oui, pardon, vas-y. Bah, je vais juste compléter pour la question sur les pendeurs d'un mètre. Est-ce qu'ils passent sur des planches de 80 du coup, parce que j'ai le plan sous les yeux là. Donc, c'est juste l'anthrax des roues là sur les pendeurs d'un mètre, il est à 1 mètre 40. Voilà, c'est juste ça, donc il faut prendre en compte, quoi. Ok. 1 mètre, c'est la largeur de la benne. C'est l'anthrax des roues, quoi. Donc des roues qui sont censées passer dans les passe-pieds. Donc c'est plus ça la limite. Mm. Ok, donc on a une question sur les personnes qui travaillent sans tracteur.
On a Marie qui témoigne là, qui a construit un chariot sur deux roues à vélo d'environ 600 litres qui est tracté à la main quand c'est vide, mais quand c'est plein, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, elle demande si ce serait envisageable de rendre autonome ce chariot par une batterie électrique ou d'atteler à un motoculteur. Alors, peut-être sur je pense que c'est moteur électrique plutôt qu'elle voulait dire, mais Bah, ouais. on peut parler de nos outils à moteur électrique. Ouais, on peut parler rapidement des outils à moteur électrique qu'on a parce on a un petit peu travaillé sur des chariots. Il y a aussi Farming Soul qui travaille pas mal sur les chariots. Donc, qui a construit des versions de porte-tout électriques. Ça existe. Là, je peux juste dire un mot il y a un petit projet aussi à l'atelier paysan là d'essayer d'électrifier un outil qui est le porte-tout, donc qui doit ressembler un peu au chariot que vous avez. Et là, on part avec un système de motorisation qui vient d'un ancien fauteuil roulant. Mais voilà, c'est des choses qui sont en cours. Pour l'instant, on n'a pas de système clé en main pour ça. Il y a pas mal de choses qui ont été faites. Bah, là, sur le forum, ça peut être pas mal d'aller regarder tout ce qui a été fait. Il y a plein de choses qui ont été faites avec des systèmes différents, voilà, toujours avec les limites et les avantages. Pour l'instant, on n'a pas d'outils clés en main, quoi, pour ça. Je peux dire un mot complémentaire sur sur les demandes liées à de la motorisation type motoculteur. On en reçoit de temps en temps. C'est pas hyper régulier, mais par contre, on sait qu'il y a des attentes de producteurs qui travaillent au motoculteur, que ce soit sur des outils d'épandage ou d'autres choses. Et donc, on amorce tranquillement là, une réflexion autour de ça. Si vous avez des besoins particuliers liés à de la traction motoculture, on vous invite à nous en faire part, par exemple, en envoyant tout simplement un mail. Ça peut être à mon adresse, vous la trouvez sur le site internet Guillaume Delaunay, ou alors à l'adresse contact, ou vous pouvez aussi, comme ça a déjà été dit, mettre un message sur le forum et voir de quelle manière ça réagit. Nous, ça nous permettrait de suivre un peu ce qui se fait en termes d'attente et aussi d'anticiper en fait les besoins pour savoir vers quel type d'outils il faudrait travailler. Donc, il y avait une question, alors pas sur le motoculteur, mais sur le microtracteur, hein. Est-ce qu'il y a une équipe ou un groupe identifié qui travaille sur cette thématique pour développer des outils adaptés au microtracteur? Voilà, l'atelier paysan. Guillaume, peut-être je te laisse répondre à cette question. Ouais, alors on n'a pas d'équipe dédiée particulièrement à ça. On a des choses qui sont adaptées aux microtracteurs, mais qui globalement en termes de gamme sont pas très développées. On a, bon ben évidemment, on a des systèmes d'attelage par triangle qui sont adaptés aux microtracteurs, avec derrière une barre porte-outils qui est pas exactement la même que celle qu'on a sur de la traction tracteur classique. Donc c'est pas les mêmes trous, c'est pas voilà, enfin elle est différente. Du coup les accessoires aussi sont à imaginer de manière différente. Pour l'instant, il y en a assez peu qui sont développés, mais on a toute une gamme d'outils de basse traction, traction animale ou outils motorisés. Notamment, je pense à des outils de binage, etc., qui sont plus légers que ceux qu'on a sur de la grosse motorisation et qui sont adaptables à cette barre porte-outils pour micro-tracteurs. Donc, c'est pas encore très développé, mais en fait, on a tout pour le faire de manière assez facile. Et là, je rejoins ce qui a déjà été dit, c'est que s'il y a un collectif ou des groupes qui ont des besoins convergents, en fait, c'est ce genre de configuration qu'on peut accompagner pour essayer d'aller répondre à des besoins précis de ces produits. Ah, Ça a coupé la fin de ta phrase, Guillaume. Je sais pas si c'est que tu avais Ah, fini. pardon. Mm. Non, mais il y a peut-être la connexion là qui a été problématique. Donc, en fait, je disais juste que sur la fin de ma phrase que si effectivement il y a des collectifs de personnes qui travaillent au microtracteur et qui ont des besoins particuliers,
pareil, ils peuvent nous solliciter. Nous, ça nous permet de suivre un peu les attentes et éventuellement de déclencher une réponse à un moment donné lorsque on a les disponibilités et que les conditions sont réunies. Je fais une petite parenthèse là, mais il faut savoir que du coup, tout le travail d'accompagnement des groupes qu'on fait nécessite du temps d'ingénierie et du coup un coût qu'on cherche à financer, alors chercher des financements, mais on invite aussi les collectifs de producteurs qui expriment des besoins à contribuer à cette recherche de financement. Et lorsque les conditions sont réunies, à savoir que on a obtenu un financement, on peut accompagner des groupes. Voilà un peu pour dire un mot de la manière dont on accompagne des besoins collectifs, sachant qu'on ne répond pas à des demandes individuelles en termes d'ingénierie, ce serait trop chronophage et on n'a pas les moyens ni humains ni financiers. Donc on s'attache à répondre vraiment à des besoins qui s'expriment de manière collective. Ok, merci. On arrive au bout des questions. Enfin, en tout cas, il n'y en a plus dans le chat. C'est 14 heures, donc on peut se dire que... Enfin, sauf s'il y a quelqu'un qui a une dernière question qui le titille, on peut la prendre, mais sinon, on va conclure. Oui, ou si Adrien et Jonathan veulent encore ajouter quelque chose pour tenter d'enrichir les réponses aux questions qui ont déjà été faites. Eh Et ben, si moi, je c'est pas peux le cas, rajouter, on va. on avait une question sur les broyats de bois, si ça pouvait passer. J'avoue que moi, je m'étais posé la question d'apporter de la paille avec l'épandeur à compost. À savoir, j'imagine qu'il faudrait la passer dans un broyeur ou l'affiner. Je me demandais si quelqu'un avait envisagé ça déjà et si d'un point de vue technique, ça vous semblait faisable aussi. Voilà, donc je l'essayerai peut-être un jour, je vous donnerai les retours, mais je pensais que ça pouvait être un moyen de pailler des planches facilement. Enfin, moi, à ma connaissance, j'ai pas eu d'exemple là de personnes qui ont fait ça. Et effectivement, j'imagine qu'il faudrait la broyer pour que ça puisse marcher, ouais. En tout cas, si jamais tu tentes des trucs comme ça, on est intéressé évidemment. Très bien. Bah, je vous tiendrai au courant si je me Ok, lance. eh bien, ouais, ouais, c'est super. On, on, on va passer à la conclusion de ce webinaire. Avant ça, un petit mot sur un questionnaire dont le lien va vous être mis dans le chat là et auquel on vous invite à répondre. C'est pour nous faire part de votre satisfaction sur ce qui a été évoqué aujourd'hui, la façon dont ça s'est déroulé, pour nous permettre à la fois déjà d'avoir vos impressions, mais surtout identifier les pistes d'amélioration éventuelles. Donc là, on vous laisse un petit temps pour cliquer dans le chat et répondre ou commencer à répondre. Et puis ensuite, on va passer à la conclusion. C'est très rapide, hein, ça prend allez, 30 secondes, une minute maximum. Voilà, et puis si de toute façon, si vous n'avez pas, si vous voulez prendre le temps d'y répondre correctement en lisant bien les questions et sans empressement, si vous avez cliqué sur le lien, il restera ouvert. Et donc, voilà, on va conclure brièvement en faisant plutôt des rappels qu'une conclusion. Donc là, globalement, l'enjeu, en fait, si on se pose la question de s'équiper avec ce type d'outils, c'est d'évaluer forcément le ratio entre ce que ça coûte et ce qu'on en tire comme bénéfice. Donc, on a entendu des intérêts autour du gain de temps en termes de travail à fournir, mais aussi ça touche à l'ergonomie, hein, le témoignage du passage de l'épandage manuel à l'épandage mécanisé. Euh, L'autre aspect important qui a été évoqué à plusieurs reprises, c'est ce lien avec la pratique des planches permanentes et donc l'enjeu de ne pas tasser la zone qu'on cultive ou dans laquelle on implante nos cultures par semis ou plantation. C'est des questions de réactivité et de précision, donc disons la localisation, mais réactivité pour pouvoir intervenir
à n'importe quel moment et aussi finalement sur une planche et pas plusieurs. Donc là, évidemment que dans un système de maraîchage diversifié où chaque série de cultures a une zone cultivée assez restreinte qui peut se compter en deux planches, des fois trois planches, les outils qui permettent de localiser ces apports sont très intéressants. Et puis, je le disais en introduction et je le redis, euh, on a quand même pas mal de situations, là, c'était pas forcément le cas aujourd'hui, mais où on a une habilité en matière qui est restreinte, que ce soit pour le compost ou le fumier, et aussi des questions de coût autour des intrants type engrais qui sont à évaluer et à limiter au maximum. Donc voilà, cette question de la précision pour les économies d'intrants est intéressante également. Voilà pour quelques petits rappels. J'ai plus la main là, si ça y est. Et donc pour finir hein, sur quelques éléments d'information que vous pouvez aussi suivre ou aller retrouver sur notre site internet. Donc le forum, j'en ai déjà parlé, c'est le premier point qui s'affiche à votre écran. On a aussi des catalogues outils qui sont bâtis par filière, donc qui permettent de retrouver en fait tous les outils. Ben, par exemple, qu'on peut imaginer utiliser en maraîchage, mais aussi en arbo, pour ceux qui ont des productions diversifiées sur leur ferme ou des collègues que ça peut intéresser. On a une douzaine de catalogues là par thématique que vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet. Donc là, il y a les liens qui s'affichent. Et enfin, on a une lettre d'information qui est publiée à fréquence un peu variable ces derniers temps, mais dans laquelle on met des actualités et notamment la sortie de nouveaux outils ou des évolutions de certains outils ou des partages d'infos autour de projets en cours. Voilà, donc si vous voulez suivre l'actualité autour de la dynamique des outils à l'atelier paysan, vous pouvez vous inscrire pour recevoir cette lettre d'information. Euh, le webinaire donc touche à sa fin. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres dates prévues avec une autre thématique, mais vous pouvez nous faire des suggestions. Et là, c'est pareil. Donc, c'est un peu redondant, mais on vous met dans le chat un deuxième lien qui là vous permettra de suggérer des thématiques que vous aimeriez qu'on traite sur ce format webinaire. Donc le lien va normalement s'afficher dans le chat. Vous pouvez l'ouvrir et on le renverra aussi a posteriori avec le lien vers la rediffusion. Voilà. Donc je conclus là-dessus. Je voulais remercier grandement nos deux témoins aujourd'hui qui ont pris le temps en amont de préparer leur intervention, nous faire part de leur expérience et de la relater aujourd'hui. Et je remercie également tous les participants, mes collègues, et on vous dit à bientôt du coup pour d'autres webinaires.